Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jonathan Boquet, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes adjoint aux finances et la transition démocratique à Villeurbanne, dans une période un peu compliquée avec le gouvernement. Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies. Il a fait clairement savoir que les collectivités locales seraient soumises à contribution. La ville de Villeurbanne a déjà annoncé qu'elle augmenterait ses impôts de 10% le mois prochain. Vous allez devoir les augmenter encore plus? Non, par contre, il faudra effectivement qu'on soit vigilant jusqu'à la fin du mandat parce que c'est vraiment un mauvais coup pour les collectivités. Mauvais coup qui en plus nous paraît vraiment injuste. Ce n'est pas les collectivités qui sont les principaux artisans de la dette de l'État. Et même si on prend très au sérieux la question de la dette, qu'elle soit nationale ou locale, ce n'est pas à nous de porter encore une fois les efforts. Je Ce que dit rappelle. le gouvernement, c'est que l'année dernière, les collectivités locales étaient en bénéfice de 5 milliards, enfin avec 5 milliards d'avance, et là, cette fois, elles se retrouvent en déficit. En fait, sur les dernières années, les collectivités ont plutôt amélioré leur situation financière. Donc, c'est vraiment pas elles qui contribuent à la dette et au déficit national. C'est sûr qu'il faut être vigilant sur la question de l'emprunt et de la préservation des capacités financières des générations futures. C'est pour ça que nous, on avait actionné le levier fiscal à Villeurbanne pour pouvoir assurer à la fois le plan de mandat. À un moment où en plus les collectivités doivent engager la transition écologique, donc on doit financer des investissements qui sont plus lourds que d'habitude. À Villeurbanne, on a multiplié par deux les investissements pour les équipements publics, aussi pour rendre des services publics à un moment où la population en a besoin. Vous aviez aussi la capitale française de la culture à payer. On avait aussi la capitale française de la culture qui a été un moment, qui a été une année en particulier sur laquelle on a investi très fortement sur la culture, mais pour bien comprendre le contexte, il faut aussi se rendre compte que l'État s'est désengagé des collectivités. En l'espace de 10 ans, on passe de 160 euros par habitant à 110 euros par habitant en dotation et compensation. En fait, au moment où, en suivant l'inflation, on aurait dû gagner 11 millions, on a perdu 11 millions. Pour le dire de manière très concrète, c'est une école, un gymnase et un parc qu'on a perdu dans l'aide de l'État collectivité. Donc effectivement, derrière, il faut qu'on trouve de nouvelles recettes pour financer les plans de mandat. Et là, vous vous attendez à quel niveau d'effort supplémentaire à faire? On a augmenté la taxe foncière, enfin ce sera voté au prochain conseil municipal de 10%. On va chercher donc 8 millions d'euros de recettes supplémentaires. On va aussi utiliser le levier de l'emprunt en partie et le levier des économies, puisqu'il va aussi falloir qu'on interroge l'existant. Mais du côté du gouvernement, vous vous attendez à une demande d'effort de quelle hauteur? Le gouvernement nous dit on va faire une économie de 10 milliards et les collectivités pèsent pour 20%, donc on va leur demander 20% de ces 10 milliards. On n'a pas encore fait le calcul de combien ça veut dire à Villeurbanne, mais ça veut dire que ça va être en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Et puis en plus, le calcul de l'État n'est pas le bon, puisque les collectivités, c'est seulement 9% de la dette nationale. Donc déjà, rien qu'en restant sur la logique du gouvernement, il faudrait diminuer le ratio. Est-ce qu'il y a une logique à baisser la dépense publique alors que les déficits de la France ont dépassé 5% l'année dernière? Être vigilant sur la question du déficit, ça me semble important. Ça interroge quand même sur la question des services publics locaux. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les Français disent qu'il y a trop de services publics de l'enfance, trop de services publics de l'éducation, trop de services publics du sport. Nous, on se rend bien compte qu'il faut plutôt, au contraire, qu'on réponde dans des territoires où en plus les populations sont fragiles. Il faut qu'on les accompagne d'autant plus. Donc je ne suis pas sûr que ce soit là où il faut couper. Alors, si vous annoncez des économies, ce sera sur quel domaine? On est en train de travailler avec l'équipe municipale pour le prochain budget, parce qu'évidemment, avec de telles annonces du gouvernement, il va falloir qu'on interroge les éléments de politique publique sur lesquels on peut éventuellement faire des choix. Ouais. Autre délégation, c'est la transition démocratique. Vous aviez mis en place une assemblée citoyenne en début de mandat, donc qui arrive à échéance. Là, vous allez la renouveler. Elle a servi à quelque chose, cette assemblée citoyenne, sur Ce sera un renouvellement partiel pour continuer la dynamique de cette assemblée qui doit éclairer la décision publique. L'enjeu de cette assemblée citoyenne, c'est d'une part de coordonner le budget participatif, l'appel à projet auprès des habitants pour faire émerger de nouvelles idées et le vote final pour sélectionner ce qui va s'inscrire dans la programmation d'investissement. Et c'est aussi des rapports qui sont rendus au conseil municipal, présentés en conseil municipal pour éclairer sur tel ou tel sujet. Il y a eu le sujet de la dark store, bientôt il y aura le sujet de la place des chiens dans la ville. Ils veulent aussi travailler, ils sont en train de travailler sur la question de la citoyenneté de résidence, sur la question de l'eau dans la ville, sur la question aussi de l'éducation de proximité et l'éducation, la communauté éducative. Donc ils s'emparent d'un certain nombre de sujets, on peut aussi leur en proposer.
C'est pas ça qui va résoudre la crise démocratique, hein, on est d'accord, il faut être très Ils humble parlent de là-dessus. sujets, mais ils n'ont pas de moyens pour les gérer. Si, si, ils sont accompagnés, on leur a donné des moyens pour pouvoir s'organiser et pour pouvoir travailler. Ils ont accès aux services de la ville lorsqu'ils le veulent. On peut aussi solliciter Ils des ont des moyens experts. pour réfléchir, mais ils n'ont pas des moyens pour mettre en œuvre des politiques. Ah bah, on ne leur demande pas d'être acteurs de l'action publique, on leur demande d'être co-décideurs, co-constructeurs de l'action publique. Et par contre, on pourra envisager un jour peut-être d'aller plus loin, mais l'idée n'est pas de leur faire, par exemple, comme on propose dans des parcs en autogestion, de co-gérer le parc. On n'en est pas là sur l'Assemblée citoyenne. Chaque instance a son rôle. Et alors d'ici la fin de l'année, vous allez lancer une université populaire. Qu'est-ce que ça va changer? Alors d'ailleurs, le nom n'est pas forcément définitif, parce que l'Université populaire arrive avec son bagage France Insoumise. d'imaginaire. L'Université populaire, c'est surtout 150 ans d'histoire en France, dont personne ne peut particulièrement se prévaloir, mais c'est à un moment donné l'idée de contribuer à l'émancipation des citoyens, de contribuer au fait de leur donner des outils pour leur construction personnelle et aussi pour la construction d'un destin collectif. Donc c'est quelque part la troisième brique de la transition démocratique. On va donner aux citoyens la possibilité de monter en compétence sur des sujets pour pouvoir mieux s'en saisir, mieux contribuer justement au débat public et demain, du coup, relier encore plus les services, les habitants et les élus. C'est vraiment ça l'aspect le plus intéressant pour l'instant de la transition démocratique. Pourquoi on parle de transition? Parce qu'on essaie de transformer la manière dont l'action publique se fait. Et quand on voit des services qui travaillent avec des experts, avec des habitants, et qu'ensemble, ils font une préconisation qui passe ensuite en conseil municipal, c'est concret et je trouve que c'est vraiment ce qui est précieux pour résoudre un peu la fracture Ça sera un civique. centre de formation des citoyens. Ça sera oui, je ne suis pas sûr que c'est en le disant comme ça qu'on fera rêver les gens et je pense qu'on a besoin d'un petit peu de dynamique pour les réconcilier avec la politique. Vous êtes aussi président de l'ANASEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, qui participera à la marche pour l'enfance le samedi 27 avril. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu de l'ANASEJ, d'abord, c'est la question de la reconnaissance de la place des jeunes, des enfants et des jeunes dans la vie publique. Et quand on voit le délitement et la fracture réelle, la fracture civique qu'il y a entre la jeunesse et le monde politique de manière large, on est extrêmement inquiet et les européennes vont être un moment pour prendre la température qui va montrer véritablement qu'ils s'en éloignent de plus en plus, qui doit tous nous inquiéter, alors même que du côté des valeurs, c'est sans doute une génération extrêmement attachée à la question du débat, à la question de la démocratie, mais plus du tout sous les formes qu'on leur propose. Donc ça nous interpelle d'autant plus et ça fait le lien avec le sujet de la transition démocratique. C'est d'autant plus gênant que c'est une génération et c'est des âges qui sont particulièrement fragilisés et qui vont payer tout ce que les générations antérieures n'ont pas su faire sur la dette écologique, sur la dette financière. C'est des politiques publiques qui ne sont pas au niveau pour les jeunes, sur la petite enfance, sur la jeunesse, sur l'éducation populaire. Nos MJC, nos centres sociaux sont en difficulté. Donc c'est des cas extrêmement concrets. C'est aussi un rapport international qui dit que la France n'est pas au niveau sur la protection des mineurs. Sur la question de l'accès à l'éducation pour les jeunes, enfin, on essaie de revendiquer une place de puissance mondiale. On n'est pas en capacité d'assurer une bonne éducation aux enfants et aux jeunes. Ça devrait nous alerter à être la priorité. C'est le sujet de la marche initiée par plusieurs collectifs engagés pour l'enfance et la jeunesse, qui se déroulera du coup en avril. Un mot pour finir sur les élections européennes. Alors vous étiez PRG, vous l'avez quitté. Aujourd'hui, vous allez soutenir quelle liste aux européennes? Je suis resté très longtemps au PRG. Aujourd'hui, je reste attaché à l'école publique, à la laïcité. Je reste convaincu que la science n'est pas l'ennemi de nos politiques publiques et qu'on peut considérer qu'un certain nombre de solutions seront trouvées de ce côté-là. Donc, je serai sans doute souvent aux côtés de mes anciens amis radicaux dans un certain nombre de combats pour la République. Mais effectivement, il me semblait que les questions de boutique étaient plus tout à fait à l'ordre du jour en 2022, que pour reconstruire la gauche, il faut peut-être qu'on sorte un peu de ces logiques-là, même si évidemment l'action collective reste pertinente. Je ne suis pas engagé sur la question des européennes, je suis un petit peu déçu que les listes de gauche pro-Europe n'aient pas réussi à s'entendre. Je trouve que ça aurait donné vraiment de la force et une forme de cohérence pour construire un programme aussi pour 2027. On ne peut pas délier l'enjeu européen de l'enjeu national sur la question industrielle, sur la question énergétique, sur la question agricole. L'Europe est décisive, donc il faut se mettre d'accord sur l'Europe. Pour l'union de la gauche, mais sans la France insoumise. Pas très NUPES, vous.
Je ne suis pas pour un collectif qui est soumis aux insoumis. Je ne suis pas pour une gauche qui est inféodée effectivement à Jean-Luc Mélenchon. En revanche, je pense qu'on peut tout à fait travailler avec la France insoumise. On le prouve à Villeurbanne, on le prouve à la métropole. Ça fonctionne bien, mais par contre, c'est quand le point d'équilibre n'est pas sur le point le plus radical de l'alliance. Ça ne me semble pas très pertinent. Vous voulez bien le soutien de la France insoumise aux prochaines municipales pour votre liste, mais vous ne voulez pas être derrière eux aux On législatives. souhaite la contribution de la France insoumise parce qu'on pense que la gauche est plus forte avec l'ensemble des forces de gauche. Mais en revanche, effectivement, moi, je considère que la France insoumise ne fait pas que du bien à la gauche ces derniers temps, notamment au niveau national. Jonathan Beauquet, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.